Les midis de culture. Marie Laborie. Quoi de mieux pour commencer la semaine qu'un roman sur l'amitié, qu'un roman sur ce qui dure, qu'un roman sur les familles qu'on se choisit. Daniel Pénac n'est pas en dehors de la vie pour autant, pas exempt de douleur non plus. L'enfant de la guerre qu'il est nous en parle dans ce dernier roman. Il nous parle aussi du temps qui passe et des amis qui partent, mais il nous caresse de l'autre main et ça franchement ça fait du bien. Daniel Pénac, bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous voir au Midi de Culture avec ce 23e roman, Mon Assassin, toujours chez Gallimard évidemment. C'est un livre adorable, c'est un livre aimable, c'est pas souvent, à mi-chemin entre l'autobiographie d'un écrivain et un anté-épisode, comme disent les Québécois, c'est-à-dire un premier épisode de la saga des Malocènes, puisque vous y racontez l'enfance de Pépère, votre personnage assassin. Et dès le début, Daniel Pénac, vous expliquez par exemple que l'écriture naît de la nécessité d'écrire, qui vire à l'obsession. Alors je me suis demandé ici quelle était la nécessité pour vous. Oui, c'est étrange. C'est quand un auteur, quel qu'il soit, s'est mis dans la tête d'écrire sur quoi que ce soit, très vite, en tout cas dans mon cas, ça devient une espèce de nécessité personnelle et je n'ai de cesse que d'avoir écrit sur le bouquin que je viens de décider d'écrire. Peut-être n'en avais-je pas l'idée 10 minutes avant. Et c'est un peu le cas avec celui-là. C'est-à-dire que je me suis posé la question... Bon, voyons, il y a dans le précédent Malocène un abominable assassin qui s'appelle Pépère. Et tout d'un coup, l'auteur, a posteriori, se dit « Mais d'où il vient, celui-là ? Qu'est-ce que c'est que ce salopard absolu ? Comment ai-je pu le concevoir ? Parce que tous les autres personnages, je sais d'où ils viennent. En général, sont mes copains, mes copines, les gens dont l'amitié a duré toute ma vie. Quoi. Ça fait 40, 50 ans, 60 ans. Et que j'ai naturellement transformé en personnage. Et celui-ci, on a beau chercher, il n'a pas d'équivalent dans mon entourage. Et alors, je me suis livré à cet exercice. J'ai eu cette tentation. Voyons, d'où vient le personnage inimaginable compte tenu de la biographie de l'auteur ? Et je me suis amusé à creuser ça, quoi. Tout en racontant, effectivement, les histoires d'amitié avec Robert Soula, Christian Mounier, qui étaient les directeurs de la série noire de l'époque, qui sont immédiatement devenus des potes définitifs, uniquement par la façon dont ils m'ont accueilli dans leur collection, ou enfin une quantité de mes amis, qui donc sont devenus Clara Malocène, Jérémy Malocène, Stojilkovic, le gardien de nuit yougoslave du magasin, dont j'ai fait un Serbe alors que c'était un ami croate. Bon, c'est osé. C'était osé. Ça le faisait marrer, il me disait si tu crois, parce qu'il ne parlait qu'avec des formules magnifiques, toutes très, très finies comme ça. Il disait si tu crois conjurer la guerre en faisant d'un croate un personnage serbe, tu te trompes. La guerre, les gens n'écoutent jamais, et avec un accent, les gens n'écoutent jamais la littérature. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Vous dites, une phrase assez jolie, vous dites « chaque jour est le jour du livre ». Oui, c'est vrai. On entre dans une espèce, quand on est dans l'obsession, qui peut à l'extérieur paraître idiote, parler par exemple du rêve et de Fellini, tout d'un coup tu te mets ça dans la tête et n'aura de cesse que d'avoir écrit le livre sur le rêve et sur Fellini. Et pendant le temps de cette écriture, chaque moment est un moment d'éternité. C'est vrai, c'est pas que le temps cesse de passer, c'est qu'on n'y pense plus, on est entièrement dans une temporalité qui est celle du récit, parce que moi je raconte des histoires, c'est dans l'histoire qu'on raconte, la temporalité particulière à l'histoire qu'on raconte. Ouais, et c'est une forme d'éternité. Oui. Et de fait, après tout ce qui vous arrive, à partir du moment où vous êtes entré dans cette temporalité de l'écriture et cette temporalité de l'histoire, tout ce qui vous arrive peut
faire fiction, enfin servir. Ah oui, ça peut être tout à fait assimilé, digéré et immédiatement romancé. Oui, il y a plein d'événements de ma vie qui sont utilisés immédiatement. De ce point de vue, je suis très consommateur de réel. Ouais. Mais c'est amusant de le transposer dans un univers entièrement. Personne n'aurait pu croire que Les Malocènes était une œuvre d'autofiction. Et pourtant, c'est le cas. Et est-ce que vous avez eu envie aussi de faire plaisir à vos lecteurs qui étaient les fans de votre saga Malocène, qui ont pu grandir avec, puisqu'elle s'étale sur 40 ans. Est-ce que quelque part, vous leur avez donné un petit bonus ? Oui, je vois bien que j'ai des lecteurs, qu'il y a des... Et en plus de ça, dans les années 2000, il y avait une véritable malocénomania, dans les années 95-2000. Mais plus généralement, la question que vous posez, c'est nous adressons-nous à quelqu'un quand nous racontons une histoire. Les narrateurs, c'est-à-dire les écrivains de mon acabit, qui sont plutôt des narrateurs que des analystes. Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, parce que, d'une certaine façon, je m'adresse parfois à ce qui me scandalise, à ce qui me blesse, ou à ce qui me fait rigoler, et dont je n'imagine pas, mais je sais très bien que dans mon entourage, ces chagrins énormes, ces sujets de rigolade insensés sont partagés, au moins par les gens que j'aime. Donc, potentiellement par d'autres qui sont peut-être mes lecteurs. Mais je ne le fais pas pour. Oui. Et il faut que quelque chose se métabolise en récit. Et vous ne savez jamais. Par exemple, vous êtes dans un bus. Vous êtes assis, vous avez votre bouquin, vous êtes assis avec votre bouquin, et devant vous, vous avez un jeune étudiant ou une jeune étudiante avec lui-même son bouquin. Vous lisez, vous ne vous préoccupez de personne, le bus se remplit. Tout d'un coup, arrive une grosse dame avec un cabas dont dépassent les poireaux. Vous vous apprêtez à céder votre place à cette grosse dame, mais l'étudiant en face le fait avant vous. Et il lui dit « Madame, asseyez-vous, je vous en prie ». Et la dame reste debout. Comme ça. Et l'étudiant insiste, mais asseyez-vous, madame, je vous en prie. Et la dame dit non. Sur ce temps. Alors tout le monde, évidemment, lève les yeux, y compris moi. Et le gosse, qui est très bien élevé, se lève et lui cède vraiment la place. Et elle se met devant le siège. Elle dit non, pas tout de suite. J'aime pas quand c'est trop chaud. Bon. Et alors, vous êtes là, le romancier de service, sur votre... Mais c'est vrai. C'est vrai, absolument vrai. Oui, c'était sur la ligne 26. Et le romancier, immédiatement... Alors, parce que, regardez, Marie, vous vous marrez. Oui. Mais parce que vous n'êtes pas dans le bus. C'est vrai. Si vous étiez dans le bus, vous regarderiez par la fenêtre, vous regarderiez vos pieds, vous étoufferiez votre rire comme ça. Pourquoi ? Parce que, inconsciemment, vous aussi, vous n'aimez pas vous asseoir quand le siège est trop chaud. Et donc, ça ne fait rire personne et ça gêne tout le monde. Et quand vous racontez cette histoire hors du bus, tout le monde se marre. Ouais. Parce que plus personne n'est en situation. On n'est pas concerné, bien sûr. Oui, bien sûr. Et, je veux dire, la chair du roman, c'est ça. C'est ça. Le passage... du vivant au romanesque, ce sont des micro-événements comme ça, entre autres. Ça peut être aussi d'énormes abominations, si vous pensez aux États-Unis qui votent un coup pour Batman et le coup d'après pour le Joker, vous avez... C'est inouï quand on y songe, cette position. Et là, vous avez une autre matière romanesque qui s'offre à vous, mais qui est, elle, tout à fait gigantesque, mais tout aussi sidérante. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs vos mots, Daniel Pénac, avant de continuer cette discussion. Voici donc un extrait de Mon assassin qui est lu en direct, s'il vous plaît, par Oriane Delacroix. Bien entendu, l'auteur lit les critiques.
Quand il était plus jeune, il prétendait parfois que non, mais si. Dans l'une d'elles, concernant le dernier Malocène et qu'il attendait avec curiosité, la journaliste écrivait « Si les Malocènes créent une telle proximité avec les lecteurs, c'est peut-être aussi parce que leur écriture est la continuation de l'amitié par d'autres moyens. » Exact. Pile au cœur de la cible. Les photos sur ma bibliothèque en attestent tristement. Petit Louis, Odile, Robert, Christian, Pierre, Dinko, Isabelle. C'est qu'il en meurt des amis en un demi-siècle d'écriture. Bien sûr restent les vivants, la cohorte des noms aimés qui accompagnent une vie. Parmi eux, les derniers nés, Émeric, Paco, Anna. Démocratie fabulaire de l'amitié. Mes amis sont nombreux et chacun est le meilleur. Qu'ils me prêtent leur oreille, me donnent des avis ou m'inspirent des personnages, presque tous ont partie liée avec mes livres. Je ne les pille pas pour leur faire plaisir. Il ne s'agit pas d'hommage. Ils sont mon univers. Je m'en sers, un point c'est tout. Mon ami Titus, par exemple, se nomme, pense et parle comme le capitaine Adrien Titus des Malocènes. Depuis près d'un demi-siècle, je le vois émietter son petit bout de chocolat sur le blond tabac de ses cigarettes, comme fait le flic de mes romans. L'un et l'autre aiment la même femme depuis leur début amoureux. Tous deux s'habillent chic et rare, parlent un langage fleuri. Seule différence, le vrai Titus n'est pas flic. Merci Oriane Delacroix pour cet extrait, cette lecture de Mon assassin de Daniel Pénac. Vous jouez carte sur table, vous expliquez vraiment votre processus créatif, au risque qu'on se dise mince alors, il n'y a pas de mystère, finalement Daniel Pénac n'invente rien. Tout ça est d'une banalité. Oui, c'est vrai. Et dans l'évocation de l'amitié, du rôle de l'amitié et de son acte de naissance, presque toutes mes amitiés sont nées d'un coup de foudre immédiat. Et ce coup de foudre avait trait, je ne sais pas comment dire, à la différence absolue de la personne. C'est-à-dire, la personne avec laquelle je vais devenir à vie ami est radicalement différente de toutes les fonctions imaginables à une personne singulière. Ça n'a rien à voir avec son métier, son sexe, sa taille, etc. Je peux donner un exemple. Je suis devenu ami à vie avec quelqu'un que probablement d'ailleurs vous connaissez. J'étais dans un festival et c'était au début de ma vie de romancier. J'avais La Fée Carabine et Le Bonheur des Ogres, une petite lettre posée dessus. Et il y avait évidemment personne devant moi. Les gens étaient à côté. Il y avait une queue immense devant Solers, par exemple. Ils venaient chercher. Et la lettre disait, j'ouvre la lettre, elle disait « Monsieur, je vous hais. Outre que ma femme ne jure que par vos 2 misérables romans, les amis de ma femme sur lesquels je pourrais éventuellement me rabattre en font autant. C'est vous dire l'ampleur de ma détestation. Si vous voulez en savoir davantage, tournez la tête d'un quart sur votre droite. Je suis votre voisin. » Alors, je tourne et je vois un gars avec des moustaches, des yeux tranquillement rigolards, et je lui dis « Gamin, va !» Et c'était Jean-Marie Laclaftine, bien avant qu'il devienne éditeur. Et nous sommes restés là, il y a eu un coup de foudre. Voilà, par exemple. Et le gars, qui est par ailleurs extrêmement discret et dont on ne peut absolument pas imaginer la dimension romanesque, est infiniment drôle, complexe, surprenant. Donc, par exemple, cette lettre. Et quand vous tombez en amitié, donc, est-ce que vous sentez que vous êtes attiré par des gens qui ont une part comme ça de romanesque, de fiction en eux? Oui, généralement, oui. C'était le cas avec, par exemple, Dinko Stambak, ce poète croate dont j'avais fait un personnage serbe. Il était, je sais pas, une espèce de infiniment original et profond dans l'originalité. Un jour, on jouait aux échecs ensemble et le téléphone sonne, il décroche, il me dit « C'est mon petit-fils ».
Je dis, ah, il vient de naître. Je dis, ah bon, il t'appelle déjà? Non, ma fille. Alors, on va voir à l'hôpital le gosse, et il se met devant... le gosse, comme tous les gosses, c'est un petit rôti qui fait des bulles, quoi. Et ça, la fille de Dinko, dans son lit, dit, alors papa, comment tu le trouves? Dinko, absolument silencieux. Et je dis, non, quoi, il est si moche que ça? Et il se penche vers moi, il me dit, il a des grandes mains, non? Je dis, moi je suis pas spécialiste, je dis, oui. Il dit, ce sera un voleur. Et la petite dans son lit, oh papa! Il dit, ne t'inquiète pas ma chérie, il a des grands pieds aussi, la police ne l'attrapera jamais. Et voilà, et alors ça peut paraître étrange, mais pour la naissance d'une amitié, ça me suffit. Je sais qu'il y a un monde derrière, il y a un univers fou derrière. Mais vous le savez que c'est ta vie quand vous rencontrez quelqu'un et que vous dites ça va être mon ami? Oui, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question et je constate que c'est ta vie. Quand il meurt, par exemple, je me dis, voilà, on se connaît depuis 30 ans et Dinko est mort. Oui, et vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà. C'est un grand thème de la culture occidentale, européenne, depuis Montaigne, mais avant, il y a eu Cicéron, il y en a eu plein. Aristote a parlé de l'amitié. Bref, c'est vraiment un thème fondateur de notre monde. L'amitié, c'est une énigme d'abord. Et celui qui prétendrait la délivrer de son énigme, je crois qu'il ferait une grosse erreur parce qu'on aplatit tout à partir de ce moment-là. Donc, je me garderais bien de rajouter une définition à toutes celles qui existent sur l'amitié. Mais j'ai quand même donné quelques pistes, je l'espère, dans le livre. J'ai parlé d'une musique, en fait. J'ai parlé de quelque chose qui est musical avant d'être social, de quelque chose qui est physique, physiologique, corporel. C'est-à-dire les amis se reconnaissent vraiment à des signes physiques forts avant d'être psychologiques, avant d'être philosophiques. Donc voilà, c'est en fait une façon de régler deux corps, l'un face à l'autre. Et il me semble que voilà, cette façon-là de voir l'amitié, c'est une façon assez musicale, rythmique. C'est la mienne en tout cas. Voilà, c'était l'essayiste et romancier Michael Ferrier dans l'heure bleue au micro de Laure Adler, c'était sur France Inter en 2018. Il parle donc de l'énigme, de l'amitié et de la rencontre physique de corps. Et de la musique. Et il a raison parce que c'est un accord. Et donc, ça a quelque chose de musical. Et l'accord qui vous frappe instantanément, je suis en accord avec l'humour de Dinko, avec la lettre du gamin. Je suis en accord avec l'esprit qui a conçu ça dans ma direction. La nature de cet accord, on n'en sait rien. Ça n'est pas sa raison professionnelle, ça n'est pas son sexe, ça n'est pas son âge, ça n'est pas son allure physique. Il y a un accord. C'est une espèce, comment dire, de surprise définitive. On entre en surprise, et c'est vrai que le gamin, par exemple, ne cesse de me surprendre, ou que Dinko ne cessait de me surprendre. Pas par les blagues qu'il faisait, mais même dans nos propos les plus neutres, les plus tranquilles, il y a une surprise. Alors, et là où est le beau mystère de l'amitié, c'est que personne n'a entendu parler de constance dans la surprise. La surprise, elle est par définition éphémère. Eh ben non. L'amitié a ça de miraculeux que c'est une surprise constante. Il y a une rencontre dont vous parlez dans le livre, page 27, où vous êtes très mal en point, vous êtes à l'hôpital, et vous racontez l'entrée de la toubib, du médecin qui va rentrer. Je dis là, pour qu'on comprenne, c'est une femme qui rentre, et qui vous dit, alors, on meurt? Et c'est ça la rencontre avec elle. Dit, oui, c'est presque ce qu'elle dit. Oui, elle peut dire, en se marrant comme ça. Vous avez vu passer des gens avec des calepins, leurs étudiants derrière, la mine au perché comme ça, qui vous regardent du haut de leur savoir, et tout d'un coup, vous voyez une petite bonne femme débarquer, tout à fait rayonnante, et qui a l'air de vous dire, bon alors, on meurt. et bang, voilà. L'amitié est née. Parce que c'est tout à fait inattendu. Vous êtes là, vous êtes inattendu. Et c'est en effet Anna qui va devenir le docteur Castries, médecin légiste dans le dernier Malocène. Et là aussi, il y a eu une instantanéité définitive. Ça a eu lieu il y a 7 ans, et on est toujours très potes, on se voit souvent, tous les deux, peinards, tranquilles, on partage des côtes de bœuf, par exemple. Et voilà, parce que
le personnage est totalement singulier dans son environnement, mais vous n'arrivez pas à définir en quoi elle est singulière. Elle est tout bib comme les autres, elle a sa blouse blanche comme les autres, le petit bic qui dépasse comme les autres, le dossier à la main comme les autres, elle entre comme les autres à pas mesurer dans votre piole, et tout d'un coup, la bouille qu'elle fait, vous dites, voilà, elle est différente. Mais c'est vous qui êtes un bon ami peut-être aussi, Daniel Pénac. Ah, mais après, on Qui permettait après, ça. on s'arrange quand vous êtes au pieu, à l'hosto, avec une fièvre de cheval, vous n'êtes pas présentable en tant qu'ami. Mais c'est votre esprit qui travaille. Et c'est toujours la même chose. L'entrée à la série noire, les Christian Mounier et Robert Soula, tous les deux. Vous êtes un jeune auteur, les éditeurs ne vous ont pas particulièrement passionné, ceux que vous avez fréquentés. Vous entrez à la série noire, ils vous prennent votre bonheur des ogres, et au lieu de causer littérature, le patron de l'endroit, Robert Soula, ouvre un tiroir, sort un harmonica, vous lance l'harmonica et vous dit « Tu sais te servir de ça, petit con ?» Vous lui jouez la carmagnole, et voilà, et on devient amis à vie. Moi, je n'ai jamais eu d'autre éditeur que Gallimard, non pas parce que la maison est prestigieuse, mais parce que j'y ai rencontré ces gens vivants, infiniment présents, très drôles, avec leurs douleurs, des choses qu'il cachait, parce que Robert était un héros de guerre, en plus muet, ça l'avait rendu muet sur le sujet. Oui, ou d'autres, enfin il y en a des milliers, Petit Louis, représentant en bouquin, qui allait chez les libraires et défendait à mort les romans qu'il avait détestés. En les lisant, alors je disais, mais tu es dégueulasse, c'est d'une malhonnêteté totale. Il me disait, t'y connais rien. Tu n'y connais rien. Un représentant de commerce, c'est Cyrano de Bergerac. Le livre, c'est Christian. Le libraire, c'est Roxane. Roxane doit tomber amoureux de Christian. Le reste, quand ils sont l'un dans l'autre, ça nous regarde plus, c'est la vie. Et là aussi, vous avez ça. C'est à la fois très drôle, très profond, très présent, ça engage une vie, et moi, je me nourris de ça. C'est une nourriture spirituelle qui vous préserve de vos propres angoisses, Et puis vous les faites entrer sur votre bibliothèque, comme vous dites, puisque vos amis, le livre leur est dédié à ceux qui sont Oui. sur la bibliothèque. C'est leurs photos maintenant. Voilà, qui vous accompagnent. Donc, Oui. les avoir dans ces livres, c'est aussi continuer à vivre avec eux. C'est une banalité ce que je dis, mais c'est exactement ce que Non, vous mais faites. c'est pas une banalité. C'est vrai, c'est dans le, comment dire, oui, non, mais ils vous structurent. Mm. Moi, je tiens à me comporter. Non, mais évidemment, si je le dis comme ça de façon dogmatique, je tiens à être l'honneur de mes amis. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ça me ferait bien chier de les décevoir. Au fond, il faudrait bien dire à la jeunesse, quand ils parlent des vieillards, maintenant je suis un vieillard donc je peux parler, et quand ils imaginent que le vieillard est un être différent d'eux, ils seraient très étonnés de s'imaginer, de voir ce qu'il y a dans l'âme et dans l'esprit d'un vieillard. Il n'y a rien de plus gosse et de peu formé, peu solide qu'un vieillard. Il n'y a rien de plus gosse qu'un vieillard. C'est Georges Simenon qui disait ça sur la RTF en 1955. Vous Ben avez ouais. un personnage qui est un enfant avec un adulte à l'intérieur de lui. Pénac a toujours été cet adulte avec une part d'enfant très importante. On s'est dit que ça vous conviendrait bien, ce petit son. Ben oui, c'est autour qu'on vieillit. Ouais, c'est ça. Il y a un gamin qui fait du gras, qui chope toute maladie possible et imaginable, qui, passé un certain âge, marche moins vite, etc. Mais ça se passe autour d'une présence au monde qui a toujours partie liée avec l'enfance. C'est vrai, oui, ça c'est vrai. Ouais.
Y compris quand l'enfance est triste, grincheuse. Les vieux grincheux sont d'anciens enfants grincheux. Vous dites Aussi. ça hein, dans ce roman Mon assassin, vous dites à plusieurs reprises que vous êtes un vieux con, mais ce que vous dites, c'est que ça vous permet de créer des personnages de méchants. Non, c'est pas tellement ça. Quand j'envisage mon époque, Ouais. je la trouve désastreuse. Ouais. Les poutineries, les américaneries contemporaines, le fait que Vassieux en Vercors, village martyr de 40, et Oradour-sur-Glane, village martyr de 40, est voté presque à 50% Front National. Tout ça me touche très profondément et fait de moi un vieux con râleur. Je dis, mais enfin, c'est pas possible. Mais j'espère que ma bêtise, cette bêtise ronchonneuse, les vieux sont souvent des laboratoires à mélancolie. Mais même si la réalité leur donne en l'occurrence raison, bon, j'espère quand même que la jeunesse d'esprit durera jusqu'au dernier souffle. En ça, l'écriture, C'est-à-dire la curiosité. Quoi. Voilà. En ça, l'écriture est géniale, j'imagine, pour ça. Oui, l'écriture et les copains. Et les copains. Et vraiment. C'est-à-dire avec lesquels on parle de tout sauf d'écriture. Ah oui. Avec lesquels on peut encore faire des bêtises de gamins. Mais c'est vrai que l'écriture est à la fois un engagement, au sens où, tout simplement, il ne faut pas dire de bêtises, et une temporalité à part. C'est ça qui est... C'est une petite éternité à chaque fois dans laquelle, par bonheur, l'acte d'écrire préserve du fait qu'on subit par ailleurs le réel dès qu'on en sort. Quoi. Et dans ce livre, à force comme vous expliquez très bien comment naît l'écriture chez vous, il y a aussi ce côté où vous désacralisez la littérature un petit peu, comme vous avez pu le faire pour l'acte de lire précédemment. Mais oui, parce qu'elle nous regarde. C'est vrai, on se dit, bon, voyons, ce méchant, d'où il vient ? Ouais. Allez, cherchons, d'où il vient ? Alors évidemment, on fouille en soi. Il faut bien qu'il soit en moi, puisque je l'ai imaginé. Ah, Pépère, oui. Hein. Et alors, je remonte à mes colères premières, des colères initiales, très anciennes, des colères d'enfance, quand j'étais gosse et que l'instit me torturait. C'était en 1954, j'avais 10 ans, il faisait un froid de gueux. C'est la fameuse l'année où l'abbé Pierre... Oui, l'appel de l'abbé Pierre. L'appel de l'abbé Pierre. Et le type qui me rend ma copie, une dictée en disant « Moins 17, Pennacchioni, comme dehors, vous êtes notre meilleur thermomètre. » Et l'envie de se venger. On va s'arrêter sur l'envie de se venger. Je suis Ouais. désolée, Daniel Pénal, je vous ai posé une question beaucoup trop tard. Merci, j'espère que ça va donner envie à tout le monde de se jeter sur votre assassin. Merci beaucoup, chez Gallimard. Merci à vous. Et nous, ça a donné envie d'écouter cette chanson de Queen. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Joanne Osilio. Elle est réalisée par Laurence Malonda, avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger.